Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons vous présenter Sékou Touré, qui est un homme politique guinéen. Il est né en 1922 et mort en 1984. Qui est Sékou Touré? Son parcours. Membre de l'aristocratie de l'ethnie mandingue, il a pour grand-mère maternelle Bagbe Ramata Touré, une des filles de Samori Touré. Ce dernier avait résisté à la colonisation française en Afrique de l'Ouest jusqu'à sa capture en 1898. Il est le fils d'Alpha, Boucher Malinké et Aminata Fadiga. Il fréquente des écoles coraniques et des établissements français. Il fréquente les deux types d'établissements. À la fois, il reçoit une éducation liée à l'islam et il reçoit également l'éducation occidentale dans les établissements français. Et ensuite, il étudie au lycée technique Georges Poiret de Conakry, d'où il est renvoyé à l'âge de 15 ans pour avoir protesté contre la nourriture servie à l'école. Il travaille de longues années dans les services postaux, mais il est bloqué dans son évolution professionnelle et il s'investit de plus en plus dans le syndicalisme. En 1945, il devient le secrétaire général du syndicat des postiers, le premier syndicat fondé en Guinée. Les syndicats étaient alors interdits dans les colonies françaises jusqu'en 1944. Puis, il contribue à organiser l'Union des syndicats confédérés de Guinée, affiliée à la CGT, et il est élu secrétaire général. En 1947, il participe à la fondation du Parti démocratique guinéen, qui est une antenne locale du Rassemblement démocratique africain, RDA. C'est un parti agissant pour la décolonisation en Afrique. En 1955, il est élu maire de Conakry. En 1956, il est élu député sous la bannière du RDA, position qu'il utilise pour lancer des critiques pointues du régime colonial. Il siège ensuite au sein du groupe parlementaire du RDA UDSR et appartient ainsi de facto à la majorité gouvernementale. Et il devient aussi ami avec François Mitterrand. En 1957, il organise l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, qui est une centrale syndicale commune pour l'Afrique occidentale française. La décolonisation. Après la Seconde Guerre mondiale, nous sommes dans le contexte de la décolonisation, mais également celui de la guerre froide. La métropole française est en pleine discussion sur la décolonisation. Ces discussions sur la décolonisation remontent déjà depuis 1944 à la conférence de Brazzaville. Et dans son discours, De Gaulle, le 30 janvier 1944, son discours d'inauguration de la conférence coloniale de Brazzaville, il considère que cet événement est l'un des premiers actes de l'émancipation de l'Afrique francophone. Et en ouvrant cette conférence, il, euh, il précise que l'Afrique doit accéder à son émancipation. Euh, il est aidé lors de cette conférence par Félix Eboué, qui a joué un grand rôle dans l'organisation de cette conférence. Et sont également présents des observateurs d'Afrique du Nord, comme par exemple une assemblée consultative qui a été formée à Alger. C'est le Comité français de libération nationale. Nous avons également René Pleven, qui est commissaire aux colonies au sein du CFLN et qui préside cette conférence. Et nous avons également l'évêque de Brazzaville. En 1956, nous avons une loi importante, la loi cadre de fer. Cette loi cadre de fer, elle a été mise en place par le Marseillais Gaston Defferre, qui est à l'époque ministre de la France d'Outre-mer, dans le gouvernement de Guy Mollet. Il rédige la loi cadre qui porte son nom. Cette loi cadre accorde l'autonomie. Les colonies anglaises avaient déjà cette autonomie. Cette loi cadre crée dans les territoires d'outre-mer des conseils de gouvernement élus au suffrage universel, ce qui permet au pouvoir exécutif local d'être plus autonome vis-à-vis de la métropole. Et elle crée aussi le collège électoral unique
alors que jusqu'à maintenant, les habitants étaient répartis en deux collèges selon leur statut civil, soit de droit commun ou alors de droit local. Alors, dans l'esprit de ses concepteurs, la loi cadre de fer est d'abord un dispositif visant à faire émerger dans chaque territoire des élites africaines dociles, susceptibles de devenir des agents et des défenseurs locaux des intérêts de la France. C'est ce qu'on peut retrouver, c'est une citation des auteurs de Cameroun, publiée en 2019. Dans ce contexte d'autonomie au sein de l'Empire français, le gouverneur était un Français et le vice-gouverneur était un local, généralement un leader de parti très populaire. En Guinée, ce leader était Sékou Touré, c'est-à-dire l'homme qui a dit non en 1958 au général de Gaulle. Le 25 août 1958, le général de Gaulle se rend à Conakry pour défendre le maintien de la Guinée dans la communauté française. Sékou Touré défend une entité, lui, de son côté, multinationale, qui serait composée d'États libres et égaux, et déclare qu'il votera oui au référendum si le texte amendé reconnaît au peuple le droit à l'indépendance. Alors, c'est important puisque à ce moment-là, c'est la rédaction de la Constitution de la Ve République et en ce qui concerne les colonies, Sékou Touré demande à ce que dans la Constitution soit inscrit le droit des peuples à l'indépendance. Sékou Touré est donc l'homme qui a dit non à De Gaulle et nous allons voir les prémices de ce non et on va remonter très loin, on va remonter à son histoire familiale. Et ce nom, en fait, cette opposition à la présence française trouve son origine dans son histoire familiale. Sa grand-mère déjà lui enseigne l'histoire de son arrière-grand-père qui avait lutté contre la colonisation. Elle-même avait lutté contre les Français qui avaient tué son père. Sa grand-mère ne voulait pas de l'éducation occidentale, elle s'occupe donc de son éducation de manière très poussée et quotidiennement. Fort de son expérience du syndicalisme, il s'investit davantage dans le RDA. Le RDA qui est né à Bamako, nous l'avons vu plus loin précédemment, et les leaders voulaient un mouvement pour les Africains. Il crée le RDA, Sékou Touré crée le RDA en Guinée. Il voulait rassembler les Guinéens, toutes tendances politiques confondues, et mettre en place une formation de masse pour mobiliser la majorité des Guinéens dans son parti. Il voulait conscientiser le peuple guinéen et pour cela, il fallait la prise de conscience du peuple de ses propres forces. Et l'une des singularités guinéennes a été de mettre fin à un relais important de la colonisation, c'était les chefs traditionnels. Il fallait mettre fin au pouvoir des chefs traditionnels pour couper l'administration coloniale. Sékou Touré voulait alors que la population de Guinée s'assume entièrement et n'entre pas dans l'histoire par le biais d'autres pays, d'autres États ou des chefs relais, mais que les populations elles-mêmes décident d'entrer dans l'histoire. Et c'est pour cela que son organisation part de la base en mobilisant les syndicats, en mobilisant les Guinéens dans les syndicats. Il fallait colmater les factures de la traite négrière qui avait affaibli les structures étatiques traditionnelles et qui, par la suite de la colonisation au XIXe siècle, avait achevé ces structures étatiques traditionnelles. Il fallait créer les conditions favorables à l'émergence de cette conscience nationale. La Guinée a également une histoire singulière. La colonisation a été faite par les armes et la résistance à la pénétration française sur cette partie du continent a été violente. L'un des résistants à la colonisation est Amaury Touré. Celui-ci a été arrêté suite à une trahison, fait prisonnier et envoyé au Gabon. La résistance à la colonisation s'explique par les traditions guinéennes qui refusent l'esclavage dans cette vie et au-delà. Les Guinéens voulaient l'indépendance. La résistance était organisée de manière emboîtée autour du premier noyau, la famille, et ensuite le second noyau, l'ethnie. La loi cadre qui accorde l'autonomie, qui donne une semi-autonomie aux territoires coloniaux. La Guinée souhaite, dans la constitution proposée par la France en 1958, que soit inscrit le droit de sortir de la communauté franco-africaine.
Qu'est-ce que la communauté franco-africaine? Arrivé au pouvoir le 1er janvier 1958, Charles de Gaulle soutient la position de Félix Houphouët-Boigny et propose la communauté franco-africaine à la place de l'Union africaine, l'Union française, pardon. Elle institue un conseil exécutif composé d'un président, des chefs de gouvernement des territoires membres et des ministres chargés des affaires communes, politique étrangère, défense, monnaie, justice, enseignement supérieur, transport extérieur et télécommunications. Les autres compétences ministérielles sont réservées aux États membres. Le référendum prévu pour cette constitution a lieu le 28 septembre 1958. La Guinée rejette la communauté franco-africaine. Pour préparer le référendum, le général de Gaulle, revenu au pouvoir, effectue une tournée en Afrique et décide au dernier moment de se rendre en Guinée. Il est reçu à Conakry avec faste le 25 août 1958. Il est reçu par le gouvernement autonome. Il veut faire accepter la communauté franco-africaine, mais comme nous l'avons précisé précédemment, Sékou Touré demande le droit à l'indépendance dans le texte de la Constitution de 1958, ce qui n'est pas envisageable pour le général. C'est de cette rencontre que Sékou Touré prononce une phrase devenue culte dans l'histoire politique africaine: la Guinée préfère la pauvreté dans la liberté à l'opulence dans l'esclavage. En septembre 1958, le non l'emporte lors du référendum. Notons que seule la Guinée de Sékou Touré vote non et accède immédiatement à l'indépendance. Ce nom est un nom précurseur du démantèlement de l'empire colonial français en Afrique. Le nom massif du peuple guinéen a entraîné la cascade des indépendances en Afrique. En quittant la Guinée, les Français ont arrêté les investissements dans les infrastructures. Ce premier nom a permis en partie l'indépendance de l'Algérie en 1962. À Dakar, M. Mesmer écrit d'ailleurs un livre publié chez Albert Michel qui s'intitule Les Blancs s'en vont, récit de la décolonisation. La Banque de Guinée a été cambriolée et le gouvernement français intervient pour empêcher les prêts internationaux. Le nouvel État indépendant débute avec 0 francs. Pour lancer ses politiques de développement, c'était très difficile. Les relations avec la France se détériorent. En revanche, Kennedy, président des États-Unis, a eu d'excellentes relations avec Sékou Touré, ce qui a permis au pays de passer une période difficile. Le nouvel État a pu créer sa propre monnaie, mais des tonnes de faux billets en circulation ont tenté de noyer l'économie. Les intellectuels et les cadres africains sont venus aider la Guinée nouvellement indépendante et Kwame Nkrumah est intervenu en proposant un prêt sans intérêt pour permettre la mise en place de politiques de développement. La Guinée est devenue, pour les autres peuples africains, le pays d'ancrage de leur espoir. Les étudiants ont poussé leur gouvernement à prendre leur indépendance. À l'image des autres pères de l'indépendance en Afrique, Sékou Touré est parti de rien et beaucoup sont morts, comme par exemple Mbumba, ou exilés comme Nkrumah. En conclusion, Sékou Touré est un homme politique guinéen. Il est né en 1922, il est mort en 1984 à Cleveland aux États-Unis. C'est le premier président de la République de Guinée de 1958 à 1984. Il est perçu à la fois comme un héros et un bourreau. C'est l'homme qui a dit non au général de Gaulle en 1958. Il est le seul à refuser de faire entrer la Guinée dans la communauté franco-africaine voulue par le général de Gaulle. Sékou Touré et la pratique du pouvoir durant sa présidence, il fait allusion au complot. Selon lui, on a organisé 22 complots contre lui. L'idéologie de Sékou Touré, il se réclamait du marxisme-léninisme, mais prêchait surtout et avant tout l'indépendance nationale. Il est également le porte-parole du tiers-monde en 1972 à l'ONU, suite à la conférence de Bandung et à la conférence de Belgrade. Il est connu pour avoir prononcé un discours: les négociations Nord-Sud restent bloquées. Je vous propose donc une petite bibliographie sélective sur Sékou Touré, sur la première partie de sa vie. J'espère vous revoir
vous voir pour la suite et la seconde partie de la vie de Sékou Touré.